Bonjour à tous, chers étudiants de CS1 au lycée Joffre et de CE1 au lycée La Merci. Je vous retrouve donc pour un dernier cours sur l'animal. Vous m'avez peu vu ces dernières semaines parce que j'étais très occupée par des concours blancs, des copies en tout genre et des conseils de classe. Me voici à présent plus disponible pour vous pour finir donc ce que nous avons commencé ensemble, à savoir ce vaste cours sur la manière dont les hommes ont traité l'animal depuis la chasse de cet animal jusqu'à son hyper-exploitation dans l'élevage industriel. Et donc j'avais bien entamé le petit 3 du grand 3 avec vous puisque je vous avais proposé une analyse sous l'angle de la sociologie qui était celle de l'approche de Jocelyne Porcher. J'ai eu envie de coupler cette approche sociologique à une autre, littéraire, puisque je vais vous parler aujourd'hui d'un roman qui s'intitule 180 jours, un roman d'Isabelle Sorente, S-O-R-E-N-T-E. Alors, ce roman, je vais en parler très en détail. Alors, je ne vais pas, bien évidemment, dévoiler le fin mot de l'histoire. Je vous laisse l'entière liberté de le découvrir de votre côté. C'est un roman vraiment passionnant qui, à mon avis, peut faire analyse au sens philosophique du terme, puisqu'elle aborde ces questions. Isabelle Sorente, après une enquête de 10 mois qu'elle a faite dans un abattoir industriel pour porcins, et donc tout ce qu'elle raconte dans ce roman, même si bien évidemment elle romance une histoire à partir de cette expérience, s'appuie sur des données qui sont collectées directement à la source. Et d'ailleurs ce mot source est important puisque ça va être le nom de cette industrie porcine, la source. Donc vous voyez qu'il y a cette idée d'une approche qui serait un peu journalistique. Elle est très documentée sur ce sujet et elle parle d'une expérience qu'elle a eue elle-même. Donc c'est ce qui m'a semblé intéressant. On n'est pas dans la pure fiction, on est quand même dans quelque chose qui s'appuie sur un véritable vécu et une expérience de cet élevage porcin. Alors c'est vrai que lorsque vous entrez dans ce genre de lieu, on peut vous faire ce qu'on va appeler un tour officiel. C'est un tour qui est en général destiné à des journalistes ou des extérieurs, et on ne voit pas grand-chose de la réalité. Et c'est ce qui a motivé Isabelle Sorente à faire une expérience plus longue pour comprendre de l'intérieur, pour sentir de l'intérieur. Et c'est vrai qu'elle a pu voir ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on voit peu, et c'est ça qui m'a intéressée. Elle va nous délivrer une connaissance de ces lieux qui est sinon méconnue, souvent édulcorée, voire complètement taboue. Alors, je vais commencer par vous resituer le contexte de ce roman. Donc, dans ce roman, on a un personnage principal. Alors, ça m'a intéressé parce que c'est un jeune maître de conférences en philosophie, donc il a cette dimension du questionnement en philosophie. Il s'appelle Martin Enders, E-N-D-E-R-S. Alors sans doute qu'il y a un jeu de mots sur celui qui va au bout du bout, qui va à la fin des choses et qui parcourt un cheminement, bien évidemment, à travers son nom de famille, Enders. Il est envoyé pour enquêter en vue de jeter les bases d'un nouveau séminaire dans son département de philosophie qui porterait sur la condition animale. Et donc c'est dans ce cadre qu'il va se rendre dans cette entreprise porcine parce que donc son grand maître l'oriente vers une approche plus pratique de la philosophie. Lui, le jeune théoricien, il faudrait en passer par une approche pratique avant de proposer donc ce séminaire plus théorique sur le sujet. Alors l'avantage, c'est que ce jeune homme a un regard neutre parce qu'il ne connaît rien à cette réalité. Il va la découvrir et il va la découvrir au même rythme que le lecteur lui-même, puisqu'on le voit entrer dans ce lieu particulier et nous suivons son regard et nous sommes autant ébahis, il me semble, que lui-même lorsqu'il découvre la réalité de cette industrie. Il rencontre dans ce lieu un homme qui est surnommé Camélia. Donc Camélia n'est pas un personnage féminin mais bien un personnage masculin. Ce personnage qui va lui faire découvrir un monde aussi secret qu'une centrale nucléaire ou quasi et devenir petit à petit son ami. Alors, vous avez donc un discours qui est celui de Camélia et dont je vous montrerai dans cette analyse qu'il est le discours éclairé, un discours de celui qui vit de manière directe le lieu de l'industrie porcine parce qu'il y travaille quotidiennement. Ce discours est très éclairé, quoique de plus en plus sombre bien évidemment dans son contenu, et face à lui, on a un autre type de discours. Et je commencerai par lui, c'est le discours aseptisé, édulcoré du directeur de la porcherie.
qui, lui, ne fait que passer dans ce lieu. Hein. Il descend à la porcherie, comme il dit, 1 ou 2 fois dans la semaine, mais il n'y travaille pas au quotidien et en général, il s'enferme dans des bureaux, derrière des claustras qui l'empêchent de voir la réalité de ce métier. Ça veut dire qu'on peut tout à fait travailler là, tout en refusant d'ouvrir les yeux sur cette réalité, et cet homme, pour cela, pour se voiler en quelque sorte la face, va s'armer de données chiffrées. Ces données chiffrées, je vous en ai parlé puisqu'on avait abordé, vous vous souvenez, toute cette dimension de la smart industrie agroalimentaire, cette industrie qui s'organise autour d'ordinateurs, d'analyse de performance, etc. Donc c'est vraiment le cliché, hein, ce directeur, de cet homme qui est au fait des hautes technologies de son métier et qui est d'ailleurs passionné par cet aspect du métier. Il va donc s'armer de données chiffrées, de performance, et sa relation au travail est très très distante. Il a d'ailleurs, c'est un élément à mon avis assez symptomatique, toujours les stores de son bureau fermés, ce qui l'empêche bien évidemment de regarder derrière. Et lorsqu'il fait, et c'est le cas notamment lorsqu'il reçoit Martin Enders, visiter les locaux, eh bien, il est au milieu des animaux, mais ne leur jette pas même un regard. Et donc, dans ce refus de regarder l'animal, il y a chez lui la volonté sans doute de se protéger et de ne pas voir ce qu'il en est de la souffrance de l'animal. Il ne se départit jamais du coup de sa bonne humeur, c'est un homme plutôt gai, et d'ailleurs il s'appelle Jean Leguay, L-E-G-A-I, tout un programme. Il se demande, lorsque Martin Enders arrive dans ses locaux, ce que veut ce philosophe, et le prend dans un premier temps pour un journaliste qui viendrait défendre la cause animale et balancer des articles à charge. En réalité, c'est un philosophe, il a cette neutralité et la revendique, ce qui va lui permettre d'entrer dans ce lieu, alors que s'il avait été journaliste, il aurait été éjecté illico. Alors, pourquoi Leguay s'intéresse-t-il à ce philosophe? Parce que Leguay est absolument convaincu d'avoir lui-même une philosophie, et il veut l'opposer à la philosophie naïve, peut-être, de ce jeune philosophe. Notamment, sa philosophie de vie, qui est une espèce d'anti-philosophie, consiste à ne pas trop se poser de questions. C'est pour cela que je parle d'anti-philosophie, puisque la philosophie, c'est par essence la démarche qui consiste à s'en poser. Voici ce qu'il dit à Martin. Il paraît que les gens qui se posent trop de questions sont moins heureux que les autres. Il paraît que les gens qui se posent trop de questions sont moins heureux que les autres. Donc c'est un homme qui a fait, je vous le disais, son nom l'indique, le choix de la gaieté, d'être heureux dans la vie. Et d'ailleurs, l'un des enjeux de ce personnage, c'est de léguer très rapidement, s'il le peut, à Camélia son entreprise, parce qu'il ne rêve que d'une chose, c'est de profiter de sa retraite pour prendre du bon temps et conduire sa belle voiture de sport. Donc on est face à quelqu'un qui a une philosophie d'existence qui est, on va dire, une espèce d'épicurisme caricatural, hein, comme quand on vous dit je suis un grand épicurien, autrement dit je réfléchis pas trop et je suis un bon vivant. Eh bien voilà la philosophie qui l'oppose donc à celle de ce jeune homme qui va peut-être avoir une philosophie tout autre. Trônent dans le bureau de ce directeur de nombreux trophées, et notamment des cochons en or qui ressemblent un petit peu à des trophées de foot, à part que c'est pas un ballon, c'est un cochon. Car son entreprise, qui appartient à un grand groupe, le groupe s'appelle ZSR, est une des porcheries les plus productives de la région, raison pour laquelle il a gagné des prix. Et la production y est entièrement rationalisée par le biais de la cybernétique, des ordinateurs. Le but de cette rationalisation, vous êtes d'accord, c'est le profit. Et elle nous est délivrée, cette mission de la production industrielle, en une équation que je voudrais vous donner. Cette équation très simple que nous délivre Jean Leguay est la suivante. 110 kilos égale 180 jours égale produit fini. Voilà l'équation qui est la finalité de sa démarche. Il a besoin que les porcs atteignent 110 kg. Lorsqu'ils ont atteint ce poids au bout de 180 jours, on a un produit fini. Donc vous voyez qu'il pense par des chiffres. Il se trouve qu'il faudrait que je rajoute un chiffre à ces 3 données, à savoir que 1 kg de porc, c'est 1,4 €. Donc l'idée, c'est quand même à partir de cette masse de viande, de faire de l'argent. Et 180 jours, c'est donc 6 mois durant lesquels
le porc va atteindre ce poids attendu. 6 mois de vie donc pour un porc. Ces 6 mois, le porc va les passer entièrement depuis la naissance jusqu'à la mort au sein de ce lieu. Alors si ce n'est la mort qui est en général exclue de la ferme puisqu'elle est donnée dans un abattoir. Alors ces 6 mois de vie donc, ont lieu dans cette usine. Et Camélia, lorsqu'il parle de ces 6 mois, dit que c'est 6 mois d'enfer. Donc le ton est donné, ce ne sont pas des vies, ce sont des vies infernales qui se déroulent ici. Alors, je vais entrer dans le détail de ce qu'est cette porcherie industrielle pour vous la décrire, ce que fait assez longuement Isabelle Sorens. Je pense que c'est important pour vous faire comprendre de l'intérieur, si tant est qu'on puisse s'imaginer que la littérature nous offre une porte d'entrée dans ce lieu très clos, de cette porcherie. Il y a 7 bâtiments. Ces 7 bâtiments correspondent à différentes étapes de fabrication, c'est l'expression qu'utilise Le Guay, étapes de fabrication pour atteindre donc ce résultat d'un porc de 110 kg. Tout commence par un bâtiment qui s'appelle conception, où l'on insémine des truies, et Le Guay appelle cela début de process. Début de process. C'est un vocabulaire que vous entendrez beaucoup dans les écoles de commerce que vous intégrerez, et vous y penserez sans doute, vous penserez à ces mots, lorsque on les prononcera avec cette distance et cette objectivité que donne peut-être la bonne conscience. Bon. Alors pour inséminer les truies, comment on s'y prend? Eh bien d'abord, un homme, et en l'occurrence c'est Camélia qui s'y colle, masturbe l'un des 7 verras. Donc les verras, ce sont des porcs non châtrés. Il va recueillir, après avoir masturbé le verra, la semence dans un verre. Il va l'analyser pour mesurer la teneur en spermatozoïdes, puisque cette teneur peut varier du fait de la fatigue, par exemple des verras ou de leur âge. Il va ensuite emplir des sondes de cette semence qu'il associe à des éléments de chimie, et ensuite il insémine les truies avec ces sondes. Une fois qu'elles sont inséminées, elles vont passer dans un nouveau bâtiment. Donc il faut vous imaginer 7 bâtiments reliés par un réseau de couloirs extérieurs, donc elles ne voient que très très peu le jour, ces bêtes, ou par des couloirs intérieurs également. Donc elles passent dans le bâtiment second. Ce bâtiment s'appelle gestation. C'est le seul bâtiment, dit l'auteur, où les animaux peuvent faire quelques pas. Le reste du temps, ils sont enfermés dans des cages étroites où ils ont très très peu de liberté de mouvement. Là, ils vont avoir quelques mètres carrés pour évoluer un peu, ce qui va faciliter le développement du fœtus et faire un petit viable. Puis, une fois que la gestation est arrivée à terme, il faut les accoucher. Elles vont le faire dans le bâtiment maternité, que tout le monde appelle mater pour simplifier. C'est là qu'elles vont mettre bas. Ce lieu est un lieu particulièrement étonnant que l'auteur décrit longuement, puisque l'un des personnages, qui s'appelle Laurence, travaille essentiellement dans ce bâtiment. Elle fait naître tous les jours des petits. Naissent par truie environ une quinzaine de petits porcelets. Elle nous dit que certains seront viables, d'autres pas. En effet, certains sont momifiés dans l'utérus. Ils ressemblent à des petits bouts de bois parce qu'ils n'ont pas réussi à se développer. Il faut dire que les taux de fécondité dont je vous avais parlé, qui ont été poussés à l'extrême, puisque naturellement, bien évidemment, une truie n'a pas autant de petits porcelets, c'est par des modifications génétiques et par croisement qu'on a obtenu ces chiffres performants. Cela n'est pas sans effet, bien évidemment, sur la gestation, et certains petits ne peuvent pas se développer dans un utérus trop petit. Certains vont naître momifiés, d'autres vont naître estropiés. C'est le cas notamment de l'un des héros de ce roman qu'on appelle le boiteux et qui est un petit qui naît en effet très mal en point.
Les femelles sont amenées à faire une trentaine de petits par an, donc elles ont 2 gestations par an. Sitôt qu'elles ont mis bas, on les laisse se reposer le temps d'un cycle et on les réinsémine. On appelle ce lieu maternité et soins aux petits, mais il est vrai qu'on peut aborder ces 2 termes, maternité et soins aux petits, avec la distance qui est celle de l'auteur. En effet, qu'est-ce que le soin aux petits ? Lorsque la maternité a fait naître les petits, on les envoie en post-sevrage. C'est là qu'ont lieu les soins aux petits. Alors attention, qu'est-ce que c'est que le soin aux petits? C'est le châtrer, et cela se fait au scalpel. Autrement dit, le personnage de Laurence émascule à tour de bras des petits porcelets, ce qui, bien évidemment, n'est pas sans effet sur elle. Et puis, elle doit limer leurs dents jusqu'à ce qu'elles ne soient plus tranchantes, parce que sinon les petits s'attaqueraient les uns les autres, idem pour les mères. Castration, enlèvement des dents, vous voyez que ce qu'on appelle soin est un joli euphémisme. Une fois qu'on est en post-sevrage, les portées sont redistribuées. Autrement dit, ce n'est pas la femelle qui nourrit ses propres petits, c'est très rare. Une femelle va nourrir non pas ses petits, mais ceux qui ont le même poids, la même corpulence, le même état de santé. Ceux-là, on va les mettre sous des truies particulièrement capables de les allaiter. Et puis, il y a des petits qui sont moins vigoureux, et ceux-là aussi, on va les associer pour qu'ils mangent au même rythme sous une autre femelle. Si bien que les femelles perdent de vue leurs petits. On travaillera tout à l'heure sur les effets que peut produire cette perte du petit chez la femelle. Voici ce que l'auteur écrit. Ces femelles qu'on insémine, à peine elles ont mis bas, si tu voyais comme elles te regardent quand leurs petits partent pour le bâtiment D post-sevrage. Certaines chialent, elles deviennent folles, et 7 jours plus tard, elles sont de nouveau en chaleur. Donc on les laisse se reposer 7 jours avant de les réinséminer parce qu'elles vont connaître un sursaut hormonal au bout de 7 jours. D'où la conclusion de ce passage. Le stress les inonde d'hormones qui donnent envie de remettre ça. La nature est une salope, ce qui arrange bien la production. Donc il y a une espèce de complicité entre les rythmes naturels de cette femelle et le fait qu'elle sera à nouveau fécondée, ce qui facilitera la production intensive de porcelets. Ce qui est intéressant, il me semble, et sur quoi nous reviendrons, c'est d'établir peut-être un lien entre ce bout de texte, certaines chialent et deviennent folles, si tu voyais comment elles te regardent quand leurs petits partent pour le bâtiment D, et le texte que je vous ai envoyé de Lucrèce, où l'on voyait là encore un animal qui pleurait la perte de son petit. On y reviendra lorsqu'on travaillera sur les pleurs de l'animal, puisque c'est un aspect que j'aborderai avec vous très en détail plus tard. Alors, lorsque l'animal devient fou, ce qui peut arriver, elle est envoyée, cette truie, à la réforme. La réforme, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit, en fait, c'est un lieu d'abattage où l'on tue les animaux qui ne correspondent pas aux critères. Donc ça ne va pas être l'abattoir, c'est un autre lieu d'abattage. En l'occurrence là, il me semble que c'était en Allemagne. Ils vont prendre des trains, ces animaux, ce qui bien évidemment augmente leur folie ou leur stress, et vont être tués pour donner sans doute des denrées de moindre qualité ou finir en farine animale. Une fois que les petits, sous leur mère ou pas, et je vous ai dit que la plupart du temps c'était pas, sont nourris et ont été sevrés, on va les envoyer dans un nouveau bâtiment qui est le bâtiment de l'engraissement. C'est un bâtiment important, pourquoi ? Parce que c'est là que l'animal va obtenir ce poids, ces 110 kg que l'on espère. Dans ce bâtiment est donnée une soupe alimentaire très riche, très grasse, avec des vitamines qui vont faciliter l'accroissement rapide de l'animal. Il faut à peu près, donc je vous le disais, 4 à 5 mois pour engraisser un animal après son sevrage. Sevrage, post-sevrage, engraissement, vous constatez que le passage d'un bâtiment à un autre consiste dans la progression
on va dire, de l'animal. L'animal, sa seule progression, c'est de passer d'un bâtiment à l'autre où on le gave d'une nourriture différente à chaque fois. Les animaux sont séparés ensuite par sexe, car les femelles et les mâles n'ont pas du tout le même rythme pour manger. Donc, les mettre ensemble retarderait leur alimentation et ralentirait la rentabilité, abaisserait la rentabilité de la production. Une fois que l'engraissement a eu lieu, que les 110 kg sont atteints, les porcs vont sur ce qu'on appelle le quai d'embarquement. Ce quai d'embarquement qui les mène directement à ce qu'on appelle dans le jargon l'outil. L'outil, c'est le nom commun pour parler de l'abattoir. Le guet appelle ce lieu d'embarquement fin de process. On avait le début de process et on a fin de process. Les truies ne sont pas engraissées, bien évidemment. Une fois qu'elles ont alimenté et que le sevrage est fait, les nouveaux petits porcelets, on les renvoie à l'insémination artificielle, une espèce de boucle qui va durer à peu près 2 ans et demi de vie pour elles. Les animaux ne sont pas appelés animaux, ils sont appelés unités. Lorsque le guet parle des animaux de sa production, il parle d'un chiffre et derrière il met unité. Je le cite, 6 hommes gèrent à eux seuls 15 000 unités. Donc ça c'est son exploitation, son entreprise. Il y a 6 employés qui gèrent 15 000 unités. Vous mesurez donc le degré d'automatisation de cette entreprise puisqu'il y a très très peu d'hommes. La nourriture par exemple, qu'il appelle la bouillie enrichie, ou qu'on appelle également l'aliment, est une soupe enrichie de vitamines. Elle passe dans des tuyaux à heure fixe et se déverse dans les auges des animaux à heure fixe. Je crois que c'est 4 fois dans la journée, 1 fois dans la nuit et 3 fois dans la journée, ce qui est géré par des logiciels. Et ces soupes caloriques, elles vont varier d'un bâtiment à un autre. C'est la seule différence notable qu'il y ait entre les bâtiments. L'hygiène est extrême dans ces lieux. Lorsque l'on entre, et c'est le cas de Martin Enders lorsqu'il entre pour la première fois, avant d'entrer dans ces bâtiments, on lui demande de prendre une douche, de se laver scrupuleusement les cheveux et les ongles. Une fois qu'il a déposé ses vêtements, il doit en porter d'autres, notamment une combinaison, une casquette, des bottes en caoutchouc. Et la raison qui est donnée par Le Guet, et qui est tout à fait vraie, est la suivante. Les porcs sont fragiles, le moindre microbe venu du dehors peut les tuer. On laisse ces bijoux, on laisse tout ce qui pourrait éventuellement porter un microbe sur un objet. Les douches permettent, et c'est l'avantage qui est posé par Le Guet, d'abaisser les doses d'antibiotiques qu'on donne aux animaux. Parce que plus il y a d'hygiène dans ce lieu, moins on a besoin du recours aux antibiotiques. Mais il recourt de fait aux antibiotiques. Et je voudrais, tout en sortant rapidement de l'analyse de ce roman, faire écho à ce que Jocelyne Porcher a pu analyser en tant que zootechnicienne. Elle dit que lorsqu'on s'est débarrassé petit à petit ou qu'on a abandonné l'élevage industriel à la ferme et qu'on est passé à la mécanisation industrielle, eh bien ce qui s'est passé, c'est que les bêtes mouraient à tour de bras. Donc, on a compris qu'on était en train de détruire dans ces lieux d'industrie intensive le système immunitaire des animaux, si bien que ce système immunitaire étant quasi nul, il a fallu compenser et cela s'est fait par l'usage massif des antibiotiques. On a essayé ainsi d'éviter ce qu'elle appelle une hécatombe. Alors je reviens au roman. La chaîne de production, elle est divisée. Chaque homme, chacun des 6 personnages qui s'occupent de ce lieu, et on en rencontre vraiment 3 importants, sont blindés émotionnellement pour n'intervenir que sur une tâche. Donc ce sont des spécialistes, ils ne voient pas le reste de la chaîne, ce qui leur permet de mettre à distance un peu ce qui se joue. Ils n'ont pas l'intégralité du processus en tête, même si ça reste toujours à l'esprit des uns et des autres. Et vous retrouvez un des aspects analysés par le marxisme, où l'ouvrier sur la chaîne ne voit pas ce que sera le produit fini et n'en a pas conscience. Il est complètement aliéné à sa tâche. Celui qui, par exemple, dans un abattoir, c'est la même chose, tue l'animal, n'est pas du tout celui qui découpe l'animal, etc., etc. Il y a vraiment cette idée de diviser le travail pour le rendre à la fois plus supportable et pour le déshumaniser. Alors que ces êtres humains se blindent autant qu'ils peuvent pour assurer ces tâches.
Chaque jour, les hommes vont donc ajuster les programmes de nutrition des bêtes. Je vous avais dit que ça se faisait au plus près dans cette manière smart de l'élevage intensif. En effet, la nutrition des bêtes évolue en fonction de leur poids, etc. Donc on va ajuster les programmes de nutrition des bêtes, on va ajuster aussi la température des salles et on va noter toutes les performances des porcs. Alors qu'est-ce qu'on appelle performance des porcs? C'est leur courbe de poids, mais c'est aussi le nombre de morts quotidiens, le nombre de blessés. Moins il y a de blessés, de morts, plus dans le bâtiment maternité on a de porcelets viables, plus chaque ouvrier va toucher de primes. Donc il est motivé par l'idée de la prime financière et c'est pour cela qu'il va noter lui aussi ses propres performances pour gagner, en plus de son salaire fixe, une prime. Je vous cite le passage qui m'a intéressée. Pour les truies, la performance correspond au nombre de petits viables. 13,6 nés vivants sur une portée de 15 en moyenne. Donc voilà, on en fait naître 15, mais si on en a 13,6 de vivants, on est dans des bons chiffres. Donc ça veut dire qu'il y a 1,4 morts. Le virgule 4, la décimale, c'est toujours difficile à envisager lorsqu'il s'agit d'humains ou d'animaux, d'êtres vivants. Voici ce qui est dit ensuite, le sevrage performant. Donc on avait la truie performante qui a mis bas 13,6 petits. Le sevrage performant, écrit-elle, est celui qui dure 3 semaines seulement. Si le sevrage est plus long, on fait baisser les chiffres et donc on n'a pas sa prime. Le Guay, donc le directeur, adore cet aspect technologique de son métier. Voici ce qu'il dit à ce propos. La technique est la partie du métier que je préfère. Le reste, et donc l'auteur a mis reste en italique, le reste ne m'intéresse pas. Un bon manager doit savoir déléguer. Il ne peut pas s'occuper du reste. 2 fois ce terme reste. Alors j'en arrive à un deuxième moment, après le langage aseptisé et le fonctionnement, on va dire, objectif de tout ça, il y a le vécu de ceux qui y travaillent. C'est précisément ce reste dont le Guay ne veut rien savoir du tout, qui va intéresser Isabelle Sorante et que va découvrir son personnage principal, Martin. Alors j'aimerais revenir sur sa démarche. Isabelle Sorante explique qu'elle a choisi le roman pour rendre tous ces éléments du vécu, toutes ces sensations qu'ont les hommes, ceux qui ont les mains sales, ceux qui font le turbin, le sale boulot, et ceux à qui donc le Guay a délégué son travail parce qu'il refuse de faire et de voir. C'est la réalité, ça, de l'élevage industriel, par-delà les données chiffrées sur des écrans d'ordinateur. Et pour ceux qui auraient peut-être eu la curiosité de voir les cours que j'ai donnés à mes PCSI et qui portent donc sur Alexievitch, Svetlana Alexievitch, je trouve qu'il y a quelque chose de commun entre ces deux auteurs. En effet, Alexievitch elle-même ne voulait pas travailler sur la guerre ou sur Tchernobyl à travers les données chiffrées des historiens, mais à travers le vécu des sujets. Et je trouve qu'il y a vraiment une communauté d'esprit entre ce travail de Svetlana Alexievitch et ce travail d'Isabelle Sorante. Bon, je ferme la parenthèse. Donc je vous disais qu'elle veut saisir ce qu'il y a de vécu, quelles sont les sensations de ces hommes qui travaillent donc dans cet élevage industriel par-delà les écrans d'ordinateur, les données chiffrées et les performances. Elle a remarqué notamment que dominait dans ce lieu ce qu'elle appelle les mots gris, et ce que nous avons appelé jusqu'à présent euphémisme, litote, etc. On y reviendra. On ne dit pas élever, on dit produire. On ne dit pas animaux, on dit unité. On ne dit pas lieu d'abattage, on dit réforme. On ne dit pas abattoir, on dit outil. Voilà, c'est les mots gris. Et elle dit avoir eu besoin de mots crus, passage, pour faire crever les mots gris. Et c'est pour cela qu'il fallait un roman plutôt qu'une approche journalistique. Elle s'est permis le roman parce que c'est le moyen pour elle, c'est vraiment la même démarche chez Alexievitch, de dire l'empathie, de dire le dégoût, de dire la souffrance, de dire les cauchemars, etc. Alors, elle-même, Isabelle Sorante, croise la problématique de l'animal avec une autre problématique qui l'intéresse beaucoup et qui est ce qu'on appelle la bête noire. Qu'est-ce qu'on appelle une bête noire? C'est la tête de Turc. Si vous avez peut-être été
un peu sensibilisé à la question du harcèlement scolaire durant votre scolarité, vous savez que ceux qui sont faibles, ceux qui souffrent, ceux qui sont roux, qui ont des lunettes, etc., c'est les têtes de Turcs. Et on s'en prend à eux, et on appelle ça des bêtes noires. Et après tout, les porcs, ce sont les fameuses bêtes noires. Elle s'est demandé comment il y avait finalement un lien indéfectible entre la manière dont on traitait les êtres humains de bêtes noires et la manière dont on traitait les animaux. C'est un indice, dit-elle, de l'état de la société. Et donc le personnage de Martin, on va le découvrir aussi à travers son histoire personnelle. Lorsqu'il était jeune collégien, il a vécu un harcèlement scolaire. Alors on ne disait pas ça ainsi en son temps, mais il a été la tête de turc d'élèves de sa classe, qui le poussait au suicide, etc. Et il en a parlé à personne, ni à ses amis, parce qu'il en avait très peu finalement. Il va avoir cette amie Camélia, parce que précisément, il y a eu trop peu d'amis dans son existence. Et puis, sans ses parents, non pas qu'ils étaient absents, ses parents, mais ils n'ont pas pu le protéger, parce qu'ils étaient très très occupés par le marasme de leur propre couple. Il ne leur en veut pas, mais bon, c'est un état de fait. Et donc, la manière dont on traite les bêtes noires nous apprend beaucoup sur une société. Et pour se rendre, il y a une espèce de collision entre ces deux problématiques. Alors je reviens à cette approche du discours non aseptisé. Le discours aseptisé, c'était celui de Le Guay, à travers les sensations. Alors j'ai déployé ce cours à travers des sensations différentes, donc les odeurs, ce qu'on voit, les lumières, les sons, etc. Voilà, j'ai essayé de procéder. Alors j'ai pas fait avec les 5 sens, parce que le goût me semble peu en lien, qu'on en parle un petit peu à la fin de mon cours, enfin un peu indirectement, mais j'ai travaillé surtout sur l'ouïe, sur la vue et sur l'odorat. Alors, je commence par l'odorat, parce que quand on parle animal, on pense tout de suite à ce sens-là. Dans les zones industrielles qui sont quasi sans odeur, et dans des bâtiments aseptisés et clos, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'odeur, et pourtant, dès qu'on entre donc dans une industrie alimentaire ou un élevage industriel, ce qui frappe, c'est l'odeur. Non pas une odeur de ferme, l'odeur de chèvre dans une ferme de paysans du haut du Larzac, mais une odeur chimique. Une odeur chimique parce que la soupe qu'on donne est un mélange de farine alimentaire, de compléments alimentaires et de médicaments. Donc forcément, dans tout ça, il y a beaucoup de chimie. Ce qui saute bien sûr au nez aussi, c'est l'odeur du sang. C'est l'odeur du lisier, c'est-à-dire des excréments. Ces excréments qui passent sous les caillebotis sur lesquels les animaux se trouvent et qui est lessivé à grande eau à la fin de la journée, mais qui reste, ce lisier, mêlé à de l'eau pestilentielle. Ce lisier tombe dans une fosse qui est à l'extérieur des 7 bâtiments et qui est une fosse extrêmement dangereuse puisque si un homme y tombe, il suffoquera et mourra en très peu de temps. Et s'il ne meurt pas, il deviendra fou du fait de l'inhalation des gaz de ces lisiers. Les lumières maintenant. Les lumières, d'abord des néons qui éclairent les couloirs, et puis une obscurité assez grande puisque les animaux sont maintenus dans la pénombre, ils n'ont jamais connu la lumière du jour. 80%, je vous rappelle, des animaux que nous mangeons, qui sont élevés, ne voient pas la lumière du jour. Ils vivent à l'intérieur du bâtiment depuis leur conception jusqu'à leur embarquement vers l'outil, vers le lieu d'abattement. Et dans ces fermes industrielles, la lumière est toujours artificielle. Il n'y a guère que le passage des couloirs qui peut être à un moment donné, lorsque ce sont des couloirs extérieurs éclairés par le soleil, mais ce n'est qu'un lieu très rapide de passage où les animaux passent d'un bâtiment à un autre et on ne les laisse pas profiter de ce soleil. D'ailleurs, ce soleil les aveugle parce qu'ils ne sont pas habitués à cette clarté. On pourrait rappeler que même dans les fermes plus traditionnelles, le cochon, qui était la bête noire, était élevé dans la soue, S-O-U-E, ce lieu clos où il ne voyait presque jamais la lumière. Il sortait pour manger, mais on le frappait pour qu'il retourne à la soue. Donc il y a une violence, bien évidemment, et on ne la trouve pas, cette violence, que dans ce lieu. Le soleil, je vous le disais, les aveugle, et ils n'aperçoivent de lumière qu'à travers les couloirs extérieurs, ce qui est extrêmement peu. Et elle fait le lien, je trouve ça assez beau, avec ces femmes
qui ont été maintenus en captivité avec leurs enfants pendant des années dans des caves de logement. Elisabeth Frisol, par exemple, et autres personnages. Notamment, dans une interview, Isabelle Sorante rappelle que lorsque Elisabeth Frisol a été sortie de cette captivité avec ses enfants, un de ses enfants a vu la lune pour la première fois et a dit aux policiers « Est-ce que c'est Dieu ?» Voilà. C'est-à-dire qu'on mesure le désarroi de l'être qui n'a jamais vu la lumière et qui se demande ce que c'est que cette lumière au-dessus de sa tête. Je ferme cette parenthèse. Nous en arrivons au son à présent. Ce vécu du son, il est d'abord le son aseptisé. Alors pourquoi? Parce que dans les couloirs, on fait passer de la musique de bande FM. On met la radio, et de la musique des années 80 notamment parce que ça plaît au patron. Alors c'est une idée des architectes parce que les architectes ont voulu que les employés qui sont enfermés là toute la journée ne se sentent pas complètement extérieurs au monde. Il fallait les relier à l'extérieur, c'est l'expression qui est utilisée. Et pour cela, la musique était un moyen de le faire. Mais cette musique, elle tape sur le système. Et Camélia le dit lui-même, il a besoin parfois de recueillement, de silence ou de musique plus classique, de meilleure qualité que celle qu'on lui donne. Pour ce qui est donc des sons non aseptisés, je passe à eux, parce que c'est quand même ceux qui sont le vécu le plus important de ces employés, eh bien, il faut vous imaginer des truies, des porcs qui grognent une bonne partie de la journée et qui hurlent ou qui crient de douleur. Les petits, dès qu'ils sont nés, sont séparés de leur mère et les mères pleurent. Elles pleurent toute une journée, elles hurlent lorsqu'on les sépare. Il faut imaginer les cris des petits qu'on castre également. Et puis il y a la folie de l'animal enfermé. Le confinement, ça rend fou, et ça rend pas fou que les hommes, ça rend fou les animaux aussi. Et donc elles hurlent comme les fous hurlent. Leur instinct est pris à rebours, et les animaux ont tendance à se blesser. Ils grattent le sol, parce que c'est ce qu'ils font dans la nature pour trouver des insectes ou des choses à manger. Mais là, le sol, il est en béton, si bien qu'elles se blessent, les truies et les petits aussi, le groin, en fouissant sur une dalle de béton. Et la douleur les rend fous, et c'est aussi ces hurlements de douleur qu'on entend. Donc vous voyez que cette réalité, odeur, obscurité, son odieux, c'est cette réalité-là qu'on veut nous occulter, nous dissimuler, et c'est cette réalité que voient au quotidien les 6 personnes qui travaillent là. Une des réalités aussi, et qui est plus comportementale, c'est que ce que voient ces hommes est dur à voir. Les races d'élevage qui sont choisies en vue de leur performance vont avoir une croissance si rapide qu'au bout d'1 an, ces animaux ne tiennent déjà plus sur leurs pattes, ils ont de grandes difficultés physiques, ils sont obèses, ils ne tiennent plus sur eux, ils deviennent débiles. Les truies elles-mêmes sont tellement fécondées qu'elles vont développer des pathologies utérines au bout d'1 an. Donc lorsqu'on parle d'une réalité qu'on ne veut pas voir, c'est aussi parce qu'on fait souffrir effectivement ces animaux qui perdent même la santé. Dans le vécu, il y a quelque chose qui va être abordé sous l'angle de l'humain. Et là, vous retrouvez tout à fait la démarche de Jocelyne Porcher, excusez-moi, qui nous disait que c'était les animaux qui souffraient, mais aussi les humains qui travaillaient dans ces lieux et qui s'aliénaient complètement à la tâche. En effet, Sorante va parler des cauchemars. Ces cauchemars que font les humains qui engendrent, parce qu'ils ont tellement peur des images qu'ils voient la nuit, des insomnies à répétition. Camélia, par exemple, c'est un homme dont on voit qu'il maigrit à vue d'œil, alors que le guet, au contraire, est de plus en plus corpulent, dort plus manifestement que son employé. Ces cauchemars, parce qu'on fait des choses qui sont insupportables, branler des verras, inséminer des femelles vierges qui ne servent qu'à mettre bas, trouver des petits morts écrasés par leur mère, parce que c'est ça la réalité à laquelle Laurence est confrontée, avoir à castrer au scalpel des porcelets, etc., limer des dents. Voilà, toutes ces choses, eh bien, ça génère un mal-être qui n'est pas seulement le mal-être animal, mais aussi le mal-être humain. Il y a des burn-out, il y a des sentiments de culpabilité très forts, des silences qui en disent long, et Camélia, à un moment donné, se demande, ne sommes-nous pas des tueurs en série ?
Non, c'est Martin qui se pose la question en discutant avec Camélia, peu importe. Le personnage de Camélia est surpris d'ailleurs un jour par Laurence, agenouillé au milieu des animaux. Agenouillé au beau matin, c'est-à-dire que cet homme qui ne dort quasi plus arrive à l'entreprise vers 4h30 le matin parce qu'il n'arrive pas à dormir et il se met à genoux face à ces animaux comme s'il les implorait. Alors il ne prie pas spécialement, mais il est dans une attitude qui est d'ailleurs une attitude que les porcs ne peuvent pas avoir. Un porc ne peut pas se mettre à genoux, il peut s'affaisser sur le côté ou se tenir sur ses quatre pattes s'il en a la force, mais il ne peut pas s'agenouiller. C'est un mouvement de contrition de la part de l'humain, de honte aussi, il me semble. Voici ce que le texte dit. Laurence m'a dit que tu passais des heures à genoux devant les truies chaque matin. Qu'est-ce que tu fais, Camélia? Tu pries? Tu pries ou tu deviens fou? Voilà ce que demande Martin à Camélia un matin. Dans ce monde, donc, ce sont les hommes qui deviennent bestiaux, qui deviennent cruels, et ils le font malgré eux. Tout est inversé. Les réactions des animaux sont elles-mêmes étonnantes. Ils prouvent qu'ils sont aliénés parce que les animaux, dès qu'un homme entre dans l'abattoir, se mettent au garde à vous. Dans l'entreprise, excusez-moi, révélateur. Dès qu'ils entrent dans un des bâtiments, dès que des hommes entrent dans un des bâtiments, les animaux se figent, comme s'ils étaient au garde à vous. Et d'ailleurs, à un moment donné, Camélia joue avec cela en disant « garde à vous ». Les animaux se figent, repos. Alors, c'est la première fois que Martin voit ça. Alors, bien sûr, c'est Camélia qui veut impressionner Martin en lui montrant à quel point les animaux sont serviles. Mais c'est surtout la peur de l'homme qui se traduit ici. Ils se statufient parce qu'ils attendent ce qu'on va leur faire. Et ce qu'on leur fait, c'est jamais très agréable. Ils se remettent à bouger si on ne fait rien. Les animaux sont complètement désanimalisés puisqu'ils ont perdu l'instinct, mais ils ont presque des attitudes d'hommes apeurés. Ils ne portent pas de nom, ils ont des numéros sur eux. En général, ce sont plutôt des numéros de lot. Ils n'ont pas toujours de numéros individuels. Ce sont les reproducteurs, les rats, qui peuvent avoir des numéros individuels, voire un nom. Parce que dans l'entreprise, on leur donne des surnoms, pour simplifier. Mais ils sont 7 seulement, donc c'est assez possible. Et non, ces animaux, vous voyez, aucune existence individuelle. Ils portent même un code barre pour la traçabilité des lots. L'une des questions que pose Sorante, et qui est bien sûr la question qu'on va se poser tout au long de l'année, c'est qu'est-ce qu'être humain? Qu'est-ce qui reste à l'humain? En effet, l'un des animaux qui est Marina, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est l'un des personnages importants, un animal, une truie, Marina, a un comportement si particulier que Martin se demande si elle a un cœur humain. Tu crois que Marina a un cœur humain? Je ne sais pas. Marina nous regarde d'une certaine façon. Peut-être que tous ceux qui nous regardent de cette façon sont humains, qu'ils aient des gueules d'homme ou de porc. Être humain, vous voyez, dans cette phrase, je la reprends parce qu'elle est très importante, Marina nous regarde d'une certaine façon, peut-être que tous ceux qui nous regardent de cette façon sont humains, qu'ils aient des gueules d'homme ou de porc. Il me semble que dans cette phrase, ce qu'on comprend, c'est que être humain, c'est avoir un certain regard, c'est regarder avec une certaine lucidité, avec une certaine lumière dans l'œil. Et d'ailleurs, dans un autre passage du texte, Martin se demande à qui sont ces yeux qui brillent dans la nuit, à ceux qui ne parlent pas. S'ils pouvaient parler, que diraient-ils? Du bien de nous, tu crois? Donc, il faut s'imaginer l'animal qui pourrait être un animal parlant. Alors, il se trouve qu'il y a des animaux dotés de parole, c'est nous, et puis il y a les animaux qui en sont dépourvus. Et que nous avons, nous, les animaux parlants, dominé les animaux qui ne parlent pas. Mais s'ils pouvaient parler, que diraient-ils de nous? De la même façon, ces animaux donc qui pourraient être humains à travers un regard et à travers une parole, s'ils avaient le don de la parole, ont des larmes. Est-ce que les larmes sont le propre de l'homme? Sorante parle de regard liquide de l'animal. Elle parle des pleurs des femelles qui perdent leurs petits, et elle parle également de l'œil liquide à l'abattage, ou juste avant l'abattage. Pourquoi? Parce que lorsque les animaux sentent la mort à l'abattoir, ils sont tellement épouvantés qu'une réaction chimique se fait, les protéines de viande se transforment en eau. Et elle explique que c'est ce qu'on trouve dans la poêle, lorsque la viande rend beaucoup d'eau, c'est ça. Alors c'est une interprétation. Mais c'est vraiment ce lien entre les pleurs et la souffrance
qui me semble intéressant, je vous renvoie vraiment au texte de Lucrèce où on voyait ce veau et sa mère désolée qui se plaignaient et qui pleuraient son petit. Vous savez qu'un chien peut mourir de chagrin une fois que son maître est mort. Il paraît que le chat de Churchill a crié lorsque Churchill est mort. Bon, on sait que des animaux peuvent avoir des réactions qui sont étonnamment humaines. Hein. Alors, si on ne sait pas ce qu'il en est de l'humain et qu'il y a cette espèce de confusion latente entre les êtres humains et les animaux, c'est parce que dans ce lieu de l'élevage industriel, il y a comme une inversion. Ce sont les animaux qui deviennent humains et c'est les humains qui deviennent des bêtes. Alors je finirai ce cours par l'évocation de Marina. Cet animal, c'est une truie inspirée d'une truie qu'a vraiment rencontrée Isabelle Sorante. C'est important de rappeler que c'est inspiré d'une vraie truie, ça n'est pas qu'un élément de pure fiction. Isabelle Sorante part du principe que dans ce monde très maîtrisé de l'industrie agroalimentaire, dans un système technologique, le seul réel qui sort un peu du cadre, c'est l'accident. Lorsqu'il se passe quelque chose qu'on n'attendait pas, il se passe un accident. Alors ça peut être très très grave précisément, comme l'accident technologique de Tchernobyl dans une industrie qui veut absolument avoir la maîtrise de l'énergie. C'est ce genre d'élément qui réintroduit le réel. Là, on est face à la réalité. Et elle va nouer son intrigue autour d'un accident précisément. En effet, Marina, donc, c'est une truie qui a un regard un peu à part. Elle a comme une espèce de trait de liner sur l'œil, et les éleveurs lui donnent ce nom de Marina, parce que Marina, c'était une des femmes de l'un des personnages qui avait toujours les yeux très maquillés, et en lui donnant ce nom, ces noms, on n'en donnait qu'aux Véras, on n'en donnait pas aux truies ni aux porcs de l'élevage, va apparaître comme un individu un peu à part. Une nuit, cette femelle met à mort chacun de ses petits un par un pour leur éviter le sort atroce de leur future mise à mort. Elle ne les a pas dévorés. En général, lorsqu'une truie s'en prend à ses petits, et c'est très fréquent. Et c'est pour cela qu'autour de la truie, il y a des barreaux, elle est dans une cage, et les petits sont dans des cages à part. Ils n'ont la place que de prendre ses pies. Pourquoi ? Parce que si elle pouvait avoir accès à eux, elle les dévorerait. Ça arrive souvent, c'est sans doute la folie de l'animal qui est de dévorer son petit. Sa frustration, etc. Mais elle ne va pas tuer ses petits pour les dévorer. Et d'ailleurs, elle ne les dévore pas, elle les tue et elle les laisse là, morts autour d'elle. Et il est impossible d'avoir accès à toutes les cages des petits au même moment. Donc ça veut dire qu'elle les a appelés un par un et les a tués de son froid, en quelque sorte, un par un. C'est pas un excès de folie, ça se fait pas en quelques instants, c'est très méticuleux en quelque sorte. C'est le crime avec préméditation. Et cet infanticide va marquer les esprits, et ce qui va se passer, c'est que dès que Marina aura produit ce geste, tout va partir à volo. La vie de Martin va être une remise en question. En 6 mois, on fait du porc, mais on transforme une existence d'homme aussi, on change. Et donc, il va y avoir, alors je ne veux pas vous raconter le roman parce que je vous en ai déjà assez dit, et puis c'est tout l'intérêt de lire cette intrigue, donc je vous laisse découvrir tous ces éléments, mais il y aura des changements du fait donc de cette transformation du statut de la bête, parce que Marina est un être à part. Elle n'est pas une truie, elle est un individu qui a fait des choix et qui a commis un geste que les autres personnages de sa race ne font pas. Ça veut dire qu'un animal peut sortir du lot, quoi, hein, avoir, je sais pas, un trait physique, là, le eyeliner, ou une intelligence particulière, ou une attitude particulière qui fait que ça peut faire vriller le système, quoi. Alors Marina, elle tue ses porcelets en les mordant, sauf un. Et sauf un, c'est le boiteux, ce petit animal qui aurait dû mourir de lui-même, qui était très très faible et qui pourtant va survivre malgré tout. Alors, je voudrais ouvrir sur un aspect qui a été beaucoup développé par Jocelyne Porcher, et qui est que la pauvreté de l'environnement, l'absence de stimulation entraîne régulièrement des anomalies comportementales. Lorsque je vous parle de ces femelles qui tuent leurs propres petits, c'est
c'est que les activités exécutées sans finalité et répétées à l'infini, ça rend fou. Et les truies rongent les barreaux de leur case toute la journée, se blessent le groin en essayant de fouisser, et ça produit des comportements terribles de violence, notamment la codophagie, manger la queue. Donc on leur coupe la queue avant même qu'ils aient la possibilité de se manger les uns les autres. Ça peut entraîner du piquetage, par exemple les poules peuvent se piquer les unes les autres, se blesser les unes les autres, et du cannibalisme. Alors pour pallier à ces anomalies comportementales, qu'est-ce qu'on fait? En général, on donne des calmants, on médicamente, on assomme les animaux. Ce qu'on appelle action correctrice sur les animaux, encore un joli euphémisme, c'est des calmants en fait qu'on leur administre pour éviter le becquetage, le désonglage, toutes ces mutilations, ces automutilations que les animaux pourraient se faire, en plus donc de la tuerie de leurs petits. Et les vétérinaires comportementalistes, quand ils tentent d'améliorer la vie des animaux en élevage intensif, ils travaillent essentiellement à produire des postures ou des attitudes pour les animaux qui améliorent un petit peu leurs conditions, mais qui n'améliorent pas du tout leur comportement, si bien qu'on est obligé de mobiliser la chimie pour ça. Alors, je vous le disais, sans révéler la suite de l'intrigue, il faut lire le roman pour ça, je vous y invite vraiment. Je voudrais revenir sur un point qui m'a interrogée et qui interroge le philosophe en quête de sens. Lorsque Camélia est confrontée donc à toutes ces tâches quotidiennes qu'il est obligé d'accomplir, il trouve plus de sens. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est devenu ami avec ce philosophe, parce que le philosophe c'est celui qui apporte du sens, ou qui questionne le sens, donc il s'est dit, celui-là, il va trouver le sens que moi je trouve pas. Et ça m'a interpellée, cette quête de sens, parce qu'à un moment donné, on a quelqu'un qui vient et qui donne du sens, et paradoxalement, c'est le patron, c'est le guet. J'ai été tout à fait étonnée par l'interprétation qu'il donne, et j'avoue que je l'ai trouvée à la fois déroutante et tout à fait intéressante. Le directeur de la porcherie lui-même nous apprend que le sens de tout ça, c'est le dégoût moderne pour la difficulté et le goût moderne pour la facilité. Alors, on va s'expliquer. D'après lui, les êtres humains modernes ont développé un goût pour la nourriture facile et insipide. En parallèle de ça, vous avez toute une réflexion aussi qui est menée par un ami de Martin, qui s'appelle Jérôme. Cet homme dit les jeunes ne veulent plus lire de livres difficiles. Par exemple, l'Odyssée d'Homère, c'est fini, plus personne ne veut lire ça. Alors, on va faire peut-être des émissions sur Homère à la télé. Et sa femme, la femme de Jérôme, qui travaille dans la réalisation de documentaires, avait un projet pour une chaîne de faire un long documentaire, plusieurs films sur l'Odyssée d'Homère. Ben même ça, on n'en veut pas parce que c'est trop long, parce que c'est trop difficile. On veut des choses simples, simplifiées à l'extrême, et c'est pour cela, notamment, dit-il, que les jeunes ne lisent plus l'Odyssée et se farcissent des jeux vidéo. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour être opératoire, quoi. Je voudrais vous lire un passage. La chaîne a renoncé au projet. Il faut dire, je les comprends, une série en 12 épisodes, c'était trop ambitieux. Les jeunes aujourd'hui préfèrent les choses simples, les choses faciles à manger. Et Martin, c'est un personnage qui va se révolter contre cette idée, parce qu'il est assez sûr que les jeunes peuvent très bien lire Homère et que le propos de Jérôme repose sur un certain mépris de la jeunesse. Je voudrais revenir sur un texte que je vais vous lire in extenso, qui est le passage où Le Guet, donc Jean Le Guet, le directeur de la porcherie, donne son interprétation du sens de tout ça. Moi j'ai été sidérée par ce texte, alors j'avais envie de vous le faire connaître. Voici l'extrait, il est un peu long, je vous m'en excusez. Donc c'est Le Guet qui discute avec Martin, le philosophe. « Vous mangez de la viande ?» demande donc Le Guet à Martin. « Oui, ai-je dit à Le Guet. Mais j'en mange moins. Beaucoup moins depuis que je suis entrée chez vous. C'est drôle, je n'y pensais pas avant que vous me posiez la question. Je ne voulais pas y penser. Mais quel genre de viande, on peut savoir? De la viande bio ?» Comme je le regardais sans répondre, Le Guet s'est mis à rire. « Ne faites pas cette tête, Anders. Moi, par exemple, je n'achète que du poulet fermier. Je préfère la chair des bestioles qui ont vécu au grand air avant de crever. J'ai 20 ans de plus que vous, mais je dirais que vous et moi, Anders, nous sommes d'une autre génération.
Nous ne ressemblons pas aux gamins d'aujourd'hui. Nous sommes habitués à la difficulté, vous et moi, aux choses qui résistent sous la dent. Vous croyez que c'est pour des hommes comme nous que je fabrique ça ? A dit le guet en désignant les bâtiments. Vous croyez que les gamins de 18 ans qui n'ont jamais vu une ferme de leur vie et sursautent dès qu'un chien aboie, vous croyez qu'ils raisonnent comme nous ? Qu'ils tombent amoureux, qu'ils mangent comme nous ? La chair les révulse. La passion les attire comme un titre de jeu vidéo. Je vais vous dire une chose, Anders. Je ne sais pas où va le monde, mais ces gamins, qui ne lèvent jamais le nez de leur écran plat, soit ils sont végétariens, parce que tout ce qui n'est pas du silicium leur donne des crises d'eczéma, soit ils préfèrent les cuisses tendres et insipides de bestioles qui leur ressemblent, parce qu'elles ne mettent jamais le nez dehors. La volaille fermière ou le sanglier, ils trouvent ça dégueulasse. Ils trouvent le goût trop fort. Mettez-vous bien ça dans la tête, Anders. Tout ça n'est qu'une question de goût. Et le guet a fait un grand geste en disant tout ça, un geste qui englobait les 7 bâtiments, le silo, la fosse à lisier. Tout ça n'était qu'une question de goût. Voilà cet extrait sur lequel je voulais achever ce cours. Je vais vous proposer un tout petit commentaire avant ça. Vous voyez qu'ici, le végétarisme apparaît comme lié à un goût dégradé d'individus qui sont de moins en moins en rapport avec les animaux, qui vivent de moins en moins dans le réel, de plus en plus dans le virtuel, et pour qui la chair, le sang, c'est sale. L'avantage d'une réalité virtuelle, c'est qu'elle est sans goût et sans odeur. Ça veut dire que ces individus qui sont face à leur écran, comme nous aujourd'hui, aiment l'insipide, parce que l'écran n'a pas d'odeur ni de goût. Et ils ont une vie insipide puisqu'ils vivent par procuration un héroïsme qui est celui du héros de leur jeu vidéo. En fait, ils aiment manger des viandes molles, hein, le poulet qui se délite, parce que ces viandes-là, elles sont nées d'individus confinés comme eux-mêmes sont confinés toute leur existence. Au fond, ils se mangent eux-mêmes, ils mangent des êtres qui leur ressemblent. Et toutes les réalités, au contraire, au goût fort, qui sont dures à mâcher, leur sont absolument étrangères. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu leur propre force de mastication. Ce sont des êtres qui aiment la viande molle, les choses qui fondent dans la bouche. Les glaces, les chips, hein, ça fonctionne très bien parce que ça fond dans une bouche. Ils n'ont jamais vu de ferme de toute leur vie et ils n'iront jamais, si bien que leur industrie, ça va très bien pour eux. L'industrie agroalimentaire, ça va très bien pour une humanité qui ne prend plus le temps de goûter les choses et de les mâcher. J'ai trouvé ça très fort. Je pourrais dire que s'il y a un point commun entre le personnage de Le Guet, qui vient de nous déclarer ça, et le personnage de Jérôme, qui considérait que les jeunes ne lisaient plus Homère et refusaient même des documentaires filmés trop longs, hein, c'est que ces deux personnages méprisent les jeunes. Mépris qu'à mon avis, on ne peut pas partager sans perdre beaucoup d'espoir et beaucoup de lucidité. Parce que, vous le constaterez, je pense, et vous êtes peut-être impliqués plus que moi, les jeunes aujourd'hui, ce sont les animalistes, ce sont ceux qui sont les plus impliqués dans les mouvements de protection de l'animal. Alors, est-ce qu'ils le font pour les raisons qui sont là ? J'avoue que ce texte m'a interrogée. Est-ce qu'ils le font pour d'autres raisons ? Je l'espère. Ici, il s'agit de montrer que nous pouvons nous débarrasser peut-être de cette faiblesse alimentaire qui consiste à ne plus vouloir manger des choses qui ont du goût ou des choses qui ont la dureté d'une viande qui a vécu en plein air, mais nous pourrions aussi, en quelque sorte, parce que nous croyons en la jeunesse, enfin, si je suis prof, si je crois en la jeunesse, réalimenter notre rapport à l'animal, d'abord en allant le voir, au lieu de rester derrière un écran vidéo, en le connaissant mieux, et en appréciant sa viande qui est dure sous la dent. Voilà. Alors je sais que je vais heurter sans doute la sensibilité de végétarien, mais après tout, c'est, il me semble, ce qui ressort un peu de ce passage de Le Guet, qui tout en étant donc un personnage détestable en tant qu'il est le grand propriétaire de cette industrie-là, fait l'apologie de la ferme, du poulet fermier.
Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie de votre écoute. Je vous proposerai un petit dernier cours qui va suivre et qui est la conclusion générale à ce cours. Je vous remercie.